Promouvoir les éco-gestes et reconnecter les citadins à la nature et à la biodiversité urbaine, ce sont les objectifs de l'association Ataram. Alban de la Fayolle, bonjour et bienvenue dans le mag sur Sensation. Vous êtes vice-présidente de l'association Ataram, une association née en 2014. Elle a été fondée par Cinda Matmati. Vous, quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre cette association ? Bonjour, déjà merci de donner la parole à Ataram dans votre émission. J'ai rejoint Ataram l'année dernière parce que j'ai quitté Nantes et à Nantes j'étais déjà investie mais dans un autre type de bénévolat. Et en arrivant à Paris, je me suis renseignée sur ce qu'il existait. Je voulais vraiment que c'est un lien avec l'environnement et le développement durable puisque professionnellement parlant, c'est là-dedans que je m'orientais. Donc j'ai découvert Ataram et assez rapidement, le courant est très bien passé avec Cinda. Et surtout, ce qui me plaisait, c'est que c'était basé sur l'action, en tout cas centré sur l'action. Et c'était très accessible, c'était pas simplement de l'idéologie. Mais au contraire, on se sent impliqué tout de suite et très rapidement. Donc maintenant, j'ai été en charge des partenariats pendant plusieurs mois. Maintenant, je suis vice-présidente puisque Cinda doit un peu passer la main et j'espère que ça durera encore longtemps. Et à Nantes, vous étiez déjà dans une association qui touche un peu à l'écologie aussi ou c'était totalement différent ? C'était une association qui est plus vaste, en fait, qui touche à des projets d'implication sur le territoire, donc qui avait visé notamment à piétonniser des rues. Moi, j'avais un projet qui était pour lutter contre l'optimisation fiscale des entreprises. Donc, c'était vraiment différent, mais avec quand même une vocation sociale. D'accord. Alors, Ataram veut dire respect en langue arabe. C'est aussi un acronyme qui signifie Association pour l'harmonie du territoire alliant le respect et l'aptitude à maintenir son environnement. L'association compte aujourd'hui une vingtaine de membres. De quelle manière agissez-vous sur le terrain pour sensibiliser le public ? Alors, on a plusieurs centres d'action. Donc, il y a des activités qui sont destinées au grand public, où tout le monde peut se joindre en s'inscrivant à des sessions. Donc, ça va être des zéro déchet, par exemple, une initiation au zéro déchet, ou alors faire ses produits soi-même, ou bien des balades en forêt qui vont être organisées. Donc, tout ça, c'est des événements pour lesquels on peut s'inscrire sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. On a également des liens avec, dans le 14e, une implantation dans le 14e avec la mairie, notamment pour travailler dans les écoles, sensibiliser les enfants à la cuisine, récupérer les vêtements, surtout la nourriture usagée, cuisiner les restes. Ça va être aussi mettre en place le compost auprès des bailleurs sociaux. Donc ça, c'est pour l'implantation vraiment locale. Et ensuite, il y a tout un réseau d'influence et d'informations, donc via les réseaux sociaux ou des vidéos, enfin ce genre de choses. D'accord. Parmi toutes les actions que vous avez citées, même participer à des forums, à des opérations de sensibilisation, quelles sont les animations ou les opérations les plus importantes pour vous ? On a beaucoup de ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les clean walk qu'on fait, donc ramassage de déchets notamment sur des parcours de course ou alors dans la Seine en kayak on peut le faire, ou alors ça va être ça on peut le faire avec des entreprises mais on le fait aussi simplement sur action bénévole auprès de courses. Ça c'est des moments où on a beaucoup de visibilité qui marchent beaucoup. Tout ce qui est les ateliers zéro déchet et faire ses produits soi-même, ça marche très bien aussi. Et ça, on le fait ça peut être soit dans des cafés coopératifs, soit dans des bibliothèques. En tout cas, c'est ouvert auprès de tout le monde. C'est des événements qui sont gratuits, donc ça marche bien aussi. Comment êtes-vous accueillis quand vous faites une opération sur le terrain ? Est-ce que spontanément les Parisiens sont réceptifs ou est-ce qu'il faut les convaincre ? Et finalement, s'il faut les convaincre, quels sont vos arguments ? C'est toujours très compliqué, notamment quand il s'agit de ramasser les déchets par terre, parce que les Parisiens vont dire soit « Ah, bah, vous êtes courageux », soit c'est bien que vous le fassiez parce que nous, on ne le fait pas », ou alors « Pourquoi vous ramassez les déchets des autres ?» Et il y a un moment où, enfin moi-même auprès de ma famille, quand je fais de la randonnée ou quand je me promène, je ramasse les déchets qui sont par terre. Et parfois, ça peut dégoûter, mais si on ne le fait pas dans des endroits qui sont reculés ou dans la nature, personne ne le fera. Donc assez rapidement, les gens sont quand même assez sensibilisés. Quand on voit un sachet de papier bonbon par terre dans la forêt, c'est pas agréable pour personne. Et voilà, et au bout d'un moment, quand on prend le réflexe d'avoir un gant en plastique dans son sac et qu'on le sort pour pouvoir ramasser les déchets et qu'on transporte jusqu'à la prochaine poubelle, ça finit par passer. Mais c'est simplement dire aux gens, si toi tu le fais pas parce que tu trouves que c'est pas propre, personne ne le fera en fait.
Justement, vous Donc, parlez d'initiative. J'ai lu dans un de vos bilans annuels que des bénévoles s'occupent d'un composteur installé dans une résidence du 14e arrondissement de Paris. Il mhm. a été inauguré en 2017. Les 3 bacs permettent de collecter en moyenne 1600 litres de compost. Une vingtaine de personnes sont concernées. Comment a germé ce projet? Et finalement, ça peut paraître surprenant d'avoir un compost en ville. Comment ça fonctionne? Alors, les mentalités ont beaucoup évolué là-dessus. Je ne suis pas en charge directement de ce projet. Cinda en était à l'origine, donc je ne sais pas exactement au tout début comment ça a fonctionné. Pour ma part, je sais qu'à Nantes, on avait essayé de mettre en place dans mon logement un compost. Ça avait été très compliqué parce que les propriétaires ne voulaient pas devoir s'en charger d'une année sur l'autre. Ils disaient oui, mais s'il y a des motivés une année, s'ils ne le sont pas l'année suivante, c'est compliqué. Aujourd'hui, ça a changé puisque les mairies et les bailleurs sociaux prennent le sujet un peu à bras-le-corps aussi et sont prêts à soutenir les initiatives dans ce sens-là. Donc je sais que pour le compost dans le 14e, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Aujourd'hui, il y a vraiment eu une formation des habitants qui ont donc porté et supporté la demande. Il y a des personnes qui sont formées pour savoir ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre dans le compost, puisqu'il y a des règles qui sont assez précises. Et aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir le dupliquer. Et on a eu des demandes d'autres arrondissements de Paris, d'autres bailleurs, d'autres arrondissements qui disent on aimerait bien le mettre en place également. On évoquait en préambule les éco-gestes que votre association veut promouvoir. Sur votre site internet ataram.org, on peut ainsi retrouver des éco-gestes, ces conseils que vous allez peut-être partager avec nous dans quelques instants. Mais tout d'abord, en quoi c'est important pour vous et votre association de montrer qu'il existe des petits gestes au quotidien qui permettent d'avoir un comportement plus responsable vis-à-vis de l'environnement? Est-ce que finalement c'est pour lutter contre les idées reçues? Je pense que les éco-gestes, c'est surtout des gestes normaux qui se sont perdus avec le temps par une société qui visait à faire acheter les gens. Donc le but, c'était que les gens consomment le plus possible. Mais si vous parlez à votre grand-mère, elle aura en fait très instinctivement les éco-gestes dont on fait la promotion. Donc c'est pas lutter contre les idées reçues, c'est simplement dire il faut revenir à un fonctionnement normal pas simplement de la société, mais des êtres humains. Et ça fait... Enfin, il n'y a pas vraiment d'idée reçue, c'est simplement se débarrasser de tout un tas d'un carcan qui était supposé nous rendre la vie plus facile et ça nous complique la vie. Enfin, je prends un exemple très simple, hein, mais aujourd'hui, si vous voulez faire une lessive, on va vous proposer dans un supermarché une lessive pour les vêtements noirs, pour les vêtements en laine, pour les vêtements en coton. Et vous avez tout un tas de lessives, alors qu'en fait, vous mettez du savon noir avec une huile essentielle. Vous lavez tout à 30 ou à froid pour ne pas abîmer la laine et les vêtements. Vos vêtements, ils vont durer plus longtemps et vous n'aurez pas 4 bidons en plastique chez vous. C'est vraiment revenir à quelque chose de plus sensé. Justement, la lessive, vous en parlez, le baume à lèvres ou même le déodorant écolo sont aussi concernés. Les marques et les distributeurs ont la fâcheuse tendance à mettre du bio et de l'écolo sur toutes les étiquettes. Comment finalement on peut s'y retrouver quand on fait les courses dans les magasins avec toutes ces étiquettes? Alors, il y a tout un tas de services qui existent aujourd'hui où on peut scanner. Donc, c'est Yuka, c'est Nutri-Score. Enfin, il y a beaucoup d'applications qui existent sur le téléphone. Moi, j'avoue que j'étais allée sur le site UFC Que Choisir où il répertoriait notamment pour les produits cosmétiques tous les produits dangereux. Donc, il répertoriait par marque et par produit pour dire lesquels étaient bien, lesquels n'étaient pas bien. Donc on peut faire ça, on peut prendre un jour sa salle de bain et regarder tous les produits un à un. Moi surtout, en fait, mes produits cosmétiques, je les fais moi-même, donc j'ai plus tellement ce problème-là. La nourriture, j'achète sur le marché, je connais les producteurs dont j'achète les produits, donc je sais comment ils sont fabriqués. C'est surtout pas trop se laisser embarquer par le marketing. C'est très bien, les labels bio, c'est super, hein, mais je pense qu'il faut surtout connaître ce qu'on achète. Avant de se quitter, peut-être rappeler que vous recherchez régulièrement des bénévoles. Quelles sont les missions que vous leur confiez et est-ce qu'il faut être souvent disponible pour l'association? Ouais, alors on recherche toujours des bénévoles et si vous avez l'âme engagée, c'est génial. Il y a 2 types de bénévolat. Donc, il y en a qui sont vraiment sur l'action, accompagner les actions au quotidien. Donc, être présent, faire de la formation, accompagner les gens qui seraient intéressés pour des activités. Ou alors faire un peu du support, donc pour la communication, pour le management, pour le bon déroulé de l'association. Si on veut accompagner, par exemple, les activités scolaires, c'est sûr qu'il faut être disponible en semaine sur des heures travaillées. Donc, c'est bien si on a du temps disponible. Après, on peut toujours se proposer pour des activités le week-end ou en support pour la communication, par exemple. Ça, on peut le faire un peu quand on peut.
Merci Alban de la Fayolle d'avoir été avec nous. Je Merci, rappelle Roger, que pour vous cette êtes membre de l'association Ataram. Mm. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.